Eh bien, sans plus tarder, puisqu'il est de tradition que le parrain donc, de cette cérémonie nous inspire par une conférence, donc je cède la place à Monsieur Jacques Toubon, donc, qui notamment, en sa qualité d'ancien défenseur des droits, eh bien, va évoquer devant nous ce soir, dans une conférence riche, les menaces qui pèsent sur l'état de droit. Monsieur le ministre. D'abord, permettez-moi simplement de remercier du fond du cœur le président de l'université, le doyen, tous ceux dans leurs équipes, et puis tous les étudiants qui ont, depuis 3 ans, sauté par-dessus cette cérémonie pour des raisons évidentes, et qui ont tenu, au bout de 3 ans, à reprendre la tradition, et qui ont souhaité que je sois celui qui, ça aurait pu être pendant mes fonctions de défenseur des droits, mais ça n'a pas été le cas, mais maintenant où je n'en ai plus, celui qui avait été choisi pour présider cette cérémonie. Je suis extrêmement sensible au fait que nous ayons pu, en quelque sorte, à travers les aléas de la pandémie, poursuivre notre projet. J'ai chez moi, dans mon secrétariat, une collection de mails depuis le début, avec le doyen Berthier, pour mettre au point toute cette organisation. Et aujourd'hui, nous sommes là. Alors c'est vrai, comme il l'a expliqué, c'est un peu les vacances. C'est vrai aussi que beaucoup, au bout de 2 ans, et heureusement d'ailleurs, ont pris leur envol sur le plan professionnel, ou ont réussi, sur la base des études qu'ils ont faites ici, à continuer à Paris ou à l'étranger sur cette voie. Mais ceux qui sont ici, ceux et celles qui sont ici, représentent ces 3 promotions, et je suis extrêmement sensible à ce que vous soyez tous et toutes ici, et bien entendu aussi toutes les personnalités derrière le préfet du département et toutes les personnalités qui ont tenu à se joindre à cette cérémonie. Je voudrais dire que il y a simplement dans cette occurrence aujourd'hui 2 coïncidences. Une tout à fait légère, c'est que ma belle famille est lorraine et que cette œuvre, c'est un émail de Longwy. Et il existe aujourd'hui encore 2 maisons qui, à Longwy, en Meurthe-et-Moselle, font ces émaux. Et je suis extrêmement sensible au fait que ce soit un chef-d'œuvre, en fait, comme vous le voyez, de ces ateliers qui récompensent le prix René Cassin que les étudiants de Chambéry ont réussi à gagner. Et puis, il y a une autre coïncidence, en quelque sorte, et plus importante sur le fond, que je veux souligner, le fait que cette cérémonie se déroule 3 ans après, en quelque sorte, fait que, au moment où je suis avec vous, cet après-midi, ce soir, d'ici quelques jours, mercredi 4 mai, sera publié un livre que j'ai écrit à la fin de l'année dernière et au début de cette année, et qui justement porte sur la question que nous allons, sur laquelle je vais essayer de vous donner quelques éclairages, et qui est celle de quel mot puis-je employer? Le déclin, disons. Le déclin de l'état de droit, le déclin du respect des valeurs universelles, c'est-à-dire celles qu'en gros nous avons mis en évidence et à la base de nos constructions juridiques depuis la Révolution américaine. Car ça n'a pas commencé en 89 chez nous,
Ça a commencé plutôt aux États-Unis, avec l'indépendance américaine, inspirée naturellement par les Européens et notamment les Français, mais c'était 10 ans avant notre révolution et la Déclaration des droits de l'homme d'août 1789, qui est la pierre angulaire de tout ce que, d'une certaine façon, je vais vous dire, et la pierre angulaire sur laquelle repose cette œuvre d'art et le travail qui a été fait au sein du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme par les étudiants qui ont remporté le prix. J'ai le souvenir que lorsque j'étais au cabinet du Premier ministre Jacques Chirac en 1974, a été célébré un anniversaire de la Cour européenne des droits de l'homme. Et le Premier ministre ne pouvait pas... pardon, c'était à l'époque où j'étais garde des Sceaux, excusez-moi, je confonds. Et était célébré un anniversaire, et j'étais celui, comme ministre de la Justice, qui avait été désigné, et j'ai encore aujourd'hui la trace de ce que j'ai récolté là-bas. C'était une cérémonie qui était extrêmement émouvante parce que, entre-temps, le mur était tombé. Nous étions en plein dans l'espoir de voir toutes ces nouvelles démocraties construites sur les ruines de l'Empire soviétique devenir, en particulier au sein de l'Union européenne, des modèles démocratiques. Comme vous le voyez, les temps ont changé. Et c'est justement de cela que j'ai essayé de parler, et que je vais parler dans un instant. C'est que, en gros, cette évolution qui a commencé à la fin du XVIIIe siècle, qui a été brutalement interrompue par le nazisme et le fascisme dans les années 20, 30, 40, et qui a rebondi de manière formidable à partir du procès de Nuremberg, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Convention internationale sur le droit d'asile de Genève, tout ce qu'on a fait à la fin des années 40, au début des années 50, et notamment le Conseil de l'Europe, la Convention européenne des droits de l'homme, et puis ensuite, dans la même période, puisque je vous rappelle que c'est en 1957 que nous avons commencé à mettre pierre sur pierre pour ce qui est aujourd'hui l'Union européenne. Et ce mouvement, c'est ça qui me frappe depuis des années. Ce mouvement est en train de s'affaiblir, si ce n'est même de s'interrompre. 70 ans après Nuremberg, on voit des choses qui, à Nuremberg, auraient été condamnées. Et pourtant, on les fait. Il y a des États qui le font. Ils ne sont pas condamnés, ni à titre collectif, ni à titre individuel. Il y a là quelque chose qui mérite réflexion. Et j'ai commencé à réfléchir là-dessus de manière très concrète. En 2019, vous savez qu'il existe une institution qui date de 30 ou 40 ans, qui a été créée par Jack Lang lorsqu'il était maire de Blois, et qui s'appelle les Rendez-vous de l'Histoire. Ces Rendez-vous de l'Histoire sont présidés aujourd'hui par un professeur de droit, mais aussi historien, etc., Jean-Marcel Jeannet, et Jean-Noël Jeannet, fils de Jean Marchal, qui était un homme politique de la 4e République, et un professeur lui-même. Et ces rendez-vous étaient consacrés uniquement à l'histoire. Et puis les économistes sont arrivés, et avec leur puissance de feu, comme vous le savez, voire les séminaires qui se font chaque année au début du mois de juillet à Aix-en-Provence, les économistes ont dit « mais il faudrait qu'on parle aussi de l'histoire de l'économie ».
parce que ça existe, c'est très important. Et il y a donc eu, à partir de 2015 ou 2016, à l'intérieur des rendez-vous de l'histoire, au mois d'octobre, chaque année, une partie consacrée au rendez-vous de l'histoire de l'économie. Et moi, comme défenseur des droits, et appuyé sur un de mes amis qui était élu à Blois à l'époque, j'ai dit, mais et le droit, c'est quand même aussi important que l'économie. Pourquoi est-ce que, et je le dis devant le doyen Berthier, qui est professeur d'histoire du droit, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas dans les rendez-vous de l'histoire de Blois de l'histoire du droit? Et c'est ainsi qu'à partir de 2019, on a, en 2019, puis cette année, après donc l'interruption de la pandémie naturellement, consacré une journée à ça. Et c'est en 2019 que j'ai eu l'occasion de faire l'introduction de ces rendez-vous. Et dans cette introduction, j'ai émis un certain nombre d'idées que je vais développer aujourd'hui et qui sont un peu la trame du livre dont je parlais tout à l'heure. Mon point de départ, puisqu'il s'agit d'histoire, c'est l'affaire des tours jumelles. C'est-à-dire le fait que les États-Unis s'étant rendus compte qu'au contrairement à ce qu'ils pensaient depuis 200 ans, plus de 200 ans, ils n'étaient pas inviolables, qu'ils ne faisaient pas comme ils l'avaient fait jusque-là, la guerre uniquement lorsqu'il avait envie de faire la guerre chez les autres, mais que pour la première fois, la guerre se déroulait chez eux, contre leur volonté, sur leur territoire, et que 3000 de leurs concitoyens avaient été tués par un acte de guerre sur le territoire académien, et un territoire hautement symbolique, les grandes tours jumelles de Manhattan. Et à partir de là, les Américains ont fait les premiers ce que, personnellement, je dénonce, c'est-à-dire ils ont fait comme la tortue. La tortue, quand elle est dans la plaine, voilà, l'incendie arrive. Qu'est-ce qu'elle fait, la tortue? Elle se dit, j'ai une carapace formidable, je me mets là-dedans et je bouge plus. Et c'est comme ça qu'après les grands incendies, on trouve des centaines, quelquefois des milliers de tortues brûlées, mortes, brûlées vives. C'est ça le symptôme de la tortue. C'est-à-dire qu'au lieu d'agir lorsque se produit ce type de circonstances, pour plus de liberté, plus d'autorité, plus de mouvement, on s'enterre. Et à partir du moment où on s'enterre, naturellement, on est beaucoup plus vulnérable, à la fois sur le plan, je dirais, militaire, criminel, ou sur le plan juridique. Et c'est ce que les Américains ont fait à travers un texte que je ne vais pas commenter, que tout le monde connaît, qui s'appelle le Patriot Act. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce Patriot Act, qui pour la première fois depuis 89, c'est-à-dire depuis que l'Empire soviétique avait disparu, qui pour la première fois a déplacé le curseur entre la sécurité et la liberté du côté de la sécurité au détriment de la liberté, ce Patriot Act, eh bien peu ou prou, nous l'avons retrouvé partout, tout le temps, au long de ces 20 ans, dans tous les pays, et en particulier dans tous les pays de l'hémisphère nord, comparable du point de vue de la construction juridique et des valeurs universelles aux États-Unis. Alors, les techniques sont très différentes, notamment nous employons quelque chose qui s'appelle l'état d'urgence, parce que, il faut le dire, et je peux en parler savamment puisque j'étais le président de la commission des lois lorsque ce texte a été fait, nous avons une législation antiterroriste
qui, en 1986, M. Chalandon était le garde des Sceaux, Chirac était le Premier ministre, j'étais le président de la commission des lois et le rapporteur du texte, qui s'est voulu une législation de droit commun. Nous n'avons pas voulu, comme par exemple l'ont fait les Allemands face à leurs attentats, devant les attentats qui avaient frappé la France, y compris à ce moment-là, en 86, nous n'avons pas voulu faire une législation exceptionnelle. Nous avons voulu, notamment en termes de procédure, adapter les dispositions du Code pénal, du Code de procédure pénale, et notamment en inventant et en mettant en œuvre, d'une part, une juridiction spéciale, et d'autre part, la fameuse association de malfaiteurs pour l'entreprise, à but d'entreprise terroriste, qui est la base même de toutes les infractions et de tous les procès qui sont menés aujourd'hui. Et je le dis parce que c'est une des raisons pour lesquelles, lorsqu'arrive, comme lorsque j'étais défenseur des droits en 2014, les grands attentats du Bataclan, on sort l'état d'urgence parce que notre droit commun est du droit commun. C'est-à-dire qu'il n'est pas équipé, en quelque sorte, pour mettre en cause les libertés au-delà d'un certain point. Et en particulier, parce qu'il préserve dans la procédure le rôle du juge, que ce soit le juge instruisant, que ce soit le juge portant la parole, le parquet, ou que ce soit le juge jugeant. Et il y a là quelque chose qui m'a beaucoup frappé au moment où je faisais ces réflexions, et naturellement, parce que, de l'autre côté, en dehors du développement, dans l'hémisphère nord en particulier, de toutes les dispositions qui privilégiaient la sécurité par rapport à la liberté, on a vu se développer, c'est la première constatation que je voudrais faire devant vous, on a vu se développer des systèmes qu'on appelle démocratie illibérale, autocratie élective. Comme leur nom l'indique, vous voyez, on part d'un système démocratique, et notamment d'élection, quelquefois de référendum, mais souvent d'élection. Ces élections donnent du pouvoir, et qui est un pouvoir légitime, parce que, par exemple, c'est une majorité parlementaire. Et à partir de là, le pouvoir décide de, plus ou moins, s'asseoir sur l'état de droit. Par exemple, il décide que le pouvoir exécutif va donner des ordres aux juges, et que les juges ne seront plus indépendants. Par exemple, il décide que ne pourront paraître que les médias qui conviennent à la ligne politique du gouvernement, etc. etc. Je ne vais pas ici allonger mon propos, mais ce que je dis, c'est vrai dans beaucoup de pays, et je développe les exemples dans mon livre, mais c'est vrai au Brésil. Alors au Brésil, c'est très particulier. Au Brésil, c'est en train de devenir une autocratie évangélique. C'est-à-dire que le pouvoir de M. Bolsonaro, il le fait reposer sur le développement partout, et plus seulement dans le nord-est, mais partout dans le pays, des églises évangéliques, et naturellement des idées les plus rétrogrades que ces idées évangéliques portent, des idées racistes, et puis par exemple le fait de vouloir supprimer l'avortement et tous les droits, notamment pour les personnes transgenres. Ce qui se passe au Brésil, vous le voyez dans un certain nombre des États des États-Unis. Hier, ou avant-hier, ont été cités les propos d'un pasteur évangélique qui dit des choses absolument horribles. Et il existe, notamment dans le sud des États-Unis, au Tennessee, ou dans le Kentucky, il existe des groupes d'églises qui sont tout simplement dans leur doctrine et dans ce qu'ils prêchent tous les samedis, tous les dimanches,
les règles de la démocratie américaine ou pas américaine, contre les règles de la démocratie, et qui disent qu'il faut obéir à la loi de Dieu, et que c'est Dieu qui fait la politique, qui fait les élections, qui fait... Et ceci, c'est en 2022, à la surface de la Terre, et notamment dans les pays les plus développés qui existent. L'Inde, avec un autre système. L'Inde a décidé qu'elle était un pays hindouiste et qu'il fallait éliminer les musulmans, qui étaient plutôt plus de 200 millions, dans une population de 1 milliard, 200 millions, 300 millions. Et sur cette base-là, alors on les a exilés, on les envoie dans les autres pays à côté, et notamment au Bengale, qui est musulman, et puis surtout, on les pourchasse. Et ils n'ont plus, ils sont citoyens de l'Inde comme les hindouistes, mais ils n'ont plus les mêmes droits que les hindouistes. C'est un peu la même démarche que avec les religions chrétiennes, ce que font le Brésil ou les États-Unis. Et bien sûr, les deux exemples les plus connus, je ne vais pas les développer ici, c'est la Hongrie et la Pologne, où ont été mis en place, à partir des succès électoraux de deux partis, le Fidesz en Pologne, le PiS, pardon, en Pologne, et le Fidesz en Hongrie, ont été mis en place des systèmes qui sont ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les juridictions ne sont plus indépendantes, etc., etc. Et ce qui est intéressant, bien entendu, c'est que ces deux pays sont deux pays très importants. La Pologne est le 5e pays de l'Union européenne en population. Et c'est un pays qui, s'il connaît le développement auquel il a droit, rejoindra probablement la France, l'Italie, dans les 20 années qui viennent. Et ces pays ont décidé de mettre en place un certain nombre de procédures, et par exemple des procédures pénales préventives. Mais je vais expliquer tout à l'heure que nous le faisons aussi chez nous. Hein. C'est-à-dire, vous ne pourchassez pas une infraction, vous pourchassez une probabilité d'infraction. Donc, ils ont mis en place, que ce soit sur le plan judiciaire, sur le plan des médias, sur tous les plans, ils ont mis en place des dispositions qui sont, de manière équilatérale, totalement contraires aux règles de l'Union européenne, qui se sont engagés à appliquer lorsqu'ils sont rentrés dans l'Union européenne en 2000, et à la Charte des droits fondamentaux, notamment, qui est intégrée dans le traité de l'Union et qui comporte toutes les règles remontant, ou toutes les valeurs remontant au XVIIIe siècle. Et ces pays, donc, refusent l'application du droit européen, la mise en œuvre chez eux des valeurs de la Charte des droits fondamentaux, et, comme vous le savez, ça a conduit à ce que, il y a à peine quelques semaines, la Cour de justice de l'Union européenne, qui avait été saisie, a dit qu'il était conforme au droit de l'Union européenne de conditionner les aides économiques et financières versées à ce type de pays à partir du moment où ils ne respectaient pas les principes et les droits fondamentaux de l'Union européenne. Et vous savez que ce conditionnement des aides est en place depuis le 1er janvier 2022. Il n'a pas été mis en application parce qu'il était contesté. Et aujourd'hui, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne est parfaitement claire. Je voudrais simplement dire, c'est-à-dire de faire de la transition avec la situation française, que nous avons, dans des conditions naturellement complètement différentes, eu, dans les
les années ou les mois qui viennent de s'écouler, des décisions de nos juridictions suprêmes, en l'occurrence le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, qui ont pris position pour, en gros, je résume, définir les situations, qui sont les plus nombreuses, dans lesquelles le droit européen s'impose au droit constitutionnel français. Même si, comme vous le savez, l'article 2 du traité de l'Union européenne contient une disposition qui est en gros le respect des identités nationales constitutionnelles. Mais ça ne veut pas dire, et le Conseil d'État l'a jugé 2 fois, le 21 avril 2021 et le 17 décembre 2021, et le Conseil constitutionnel s'est prononcé le 15 octobre 2021. Je ne rentre pas ici dans le détail, mais on peut dire que nous avons défini là le contraire, en quelque sorte, de l'attitude de ces pays qui mettent en cause l'état de droit, et nous avons dit le droit européen est un droit supérieur, sauf exception, par exemple ce qu'on appelle la protection du territoire, tel que le Conseil d'État l'a dit, mais le Conseil d'État a notamment tranché dans une affaire qui concernait la conservation générale des données dans l'électronique, donc c'est une décision très importante aujourd'hui pour la vie courante. Et le Conseil d'État a dit, quand le gouvernement lui a dit oui mais on veut mettre en œuvre une clause de sauvegarde, et le Conseil d'État lui a dit cette clause de sauvegarde c'est une arme de dernier recours qui ne peut être brandie qu'une fois épuisées par le juge toutes les possibilités de conciliation entre une exigence constitutionnelle nationale et le droit européen. Et en l'occurrence, cette clause de sauvegarde qui aurait concerné le principe de protection de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, impliquant que soit, je cite, assurer la disponibilité en tout temps et en tout lieu des forces armées, on dit qu'elle ne bénéficie pas en droit de l'Union d'une protection équivalente à celle que garantit la Constitution. Et donc, le Conseil d'État s'est engagé dans la recherche. Est-ce que les militaires pouvaient être concernés par cette directive sur le temps de travail, en l'occurrence? Et puis, c'est sur la durée du temps de travail des gendarmes. Et finalement, les dispositions, nous en sommes exonérés, et ça a fini donc par donner lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, au même moment d'ailleurs, puisque le Conseil d'État a jugé le 17 décembre 2021 et le Conseil constitutionnel a pris sa décision le 15 octobre. Ce sont des données qui sont extrêmement importantes parce que, comme vous l'avez vu tous, un certain nombre de candidats ou candidates aux élections présidentielles, et maintenant, demain, aux élections législatives, bien entendu, manient tout ça avec la légèreté, l'imbécilité, il faut dire les mots comme ça, qui naturellement ne sied pas à ce genre de données et de raisonnements extrêmement subtils. Donc, en tout cas, je le dis aux étudiants, il faut vraiment travailler sur ces questions parce que ce sont des questions qui, aujourd'hui, vont vraiment se poser. Elles se
vous savez très bien que les Allemands ont essayé, à travers la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, de contester l'application du droit européen. Pour l'instant, la Cour de justice de l'Union européenne les a retoqués. Mais il n'est pas dit que... matériel, voilà, parce que je ne veux pas préjudicier au budget de la fac. Et donc, quand même. Et donc, vous avez là des questions qui ne sont pas du tout des questions de droit. C'est de la haute politique. Il s'agit de savoir si on a une Union européenne ou si on n'en a pas. Parce qu'il est tout à fait évident que si vous voulez faire ce que veulent les Polonais ou les Hongrois sur le statut des juges ou sur le statut des étrangers, vous ne pouvez pas être dans l'Union européenne, ou alors ça signifie rien, ça veut dire qu'on est simplement un truc où on dîne ensemble le dimanche soir autour d'une raclette. Donc c'est pas ça le... Et comme vous l'avez vu d'ailleurs, je suis très frappé de ce que l'affaire ukrainienne a eu un grave inconvénient, c'est que vous n'avez pas d'épitoge, mais elle a eu un grand avantage, et je pense qu'il est supérieur à l'absence d'épitoge, c'est qu'elle a réveillé l'Europe de son somnambulisme. L'Europe, moi je l'ai bien vécu, j'ai été pendant 5 ans parlementaire européen de 2004 en 2009, au moment où nous avions la présidence d'ailleurs en 2008, où Sarkozy était président, j'ai bien vu ça. L'Union européenne était, en particulier en matière de politique étrangère, de défense, etc., comme un somnambule. Voilà. Et là, elle s'est réveillée de son somnambulisme. Alors, on verra ce que ça donnera. Mais clairement, aujourd'hui, l'idée qu'on peut construire un vaste ensemble continental à la carte, ce qui a été dit notamment en termes propres par certains candidats aux récentes élections présidentielles, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et en tout cas, si vous voulez respecter l'état de droit, ce qui est l'objet de mon propos. Alors, la France, j'ai parlé de beaucoup de pays, j'ai parlé de l'Union européenne, la France, elle a fait la moitié du chemin. C'est-à-dire que, en mettant en œuvre les états d'urgence, elle a incontestablement, et il se trouve, coïncidence, que c'est ce que j'ai vécu comme défenseur des droits. Je suis arrivé comme défenseur des droits en juillet 2014, en décembre, j'avais l'état d'urgence antiterroriste. Et je l'ai eu jusqu'en 2017, la loi SILT d'octobre 2017. Et 2 ans et demi après, j'ai vu arriver l'état d'urgence sanitaire que j'ai géré comme défenseur des droits pendant 6 mois. J'ai d'ailleurs fait un rapport spécial à ce sujet dans mon rapport pour l'année 20. Mais nous avons, dans notre pays, mis en œuvre ces états d'urgence, à la fois l'antiterroriste et le sanitaire, d'une manière dont je crois qu'elle est aujourd'hui préoccupante pour l'état de droit. Et je ne fais pas beaucoup de citations, mais là je vais vous en faire une. Celle d'une consoeur des professeurs qui sont ici, c'est Madame Minette Vaucher, qui est doyenne à Nanterre et qui dirige un centre de recherche avec lequel nous, défenseurs des droits, nous avons travaillé, nous avons fait des recherches en commun. Ça s'appelle le CREDOF de Paris-Nanterre. Elle a écrit dans un bouquin, elle en a fait 2, un en 2016, tout à fait sur les événements, et puis un, là maintenant, tout à fait il y a quelques semaines, en 2022.
Ça s'appelle la démocratie en état d'urgence quand l'exception devient permanente. Et donc elle tient compte en particulier de ce qu'on appelle la loi SILT, sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, qui est cette loi de la fin octobre 2017 qui a transporté dans le droit commun pénal au moins 4 dispositions de l'état d'urgence, alors je le dis tout de suite, avec une intervention du juge, bon, dans certaines conditions, donc respectant les principes. Mais tout de même, on a translaté un droit d'exception dans le droit commun, un droit de fond, et pas seulement de la procédure. Donc, elle dit « Ce qui restera toujours de l'urgence », c'est donc le titre de son étude, qui a été soutenue à ce moment-là par le défenseur des droits, c'est sur la centralité même des droits et libertés dans nos ordres juridiques et politiques qu'une expérience comme celle de l'état d'urgence invite à réfléchir. C'est-à-dire que ce que dit Madame Bennett-Fauchet, c'est que les droits et libertés ne sont plus, d'une certaine façon, centraux dans nos ordres juridiques. On le voit bien dans le déséquilibre entre l'exigence de la sécurité et la garantie des droits et des libertés. Et là, je me cite, dans le rapport que j'ai fait, le dernier rapport que j'ai fait, qui est celui pour l'année 2019, puisque j'ai quitté ma fonction de défenseur des droits en juillet 2020, le dernier rapport porte sur l'année 2019, et j'ai écrit « Les terroristes perdent les guerres armées, mais gagnent la bataille de la démocratie en contraignant les pays libres à transiger sur les principes de l'état de droit. » Voilà ce qui me paraît aujourd'hui une préoccupation. Alors, on peut aussi montrer comment, et notamment sur la suggestion du défenseur des droits à certains moments, l'état de droit a été sauvegardé, et notamment par un travail absolument formidable qui a été fait par le Conseil d'État, qui a rendu 1 millier de décisions pendant toute cette période, et notamment l'état d'urgence sanitaire de la Covid, et qui a pris des décisions de principe absolument formidables, qui sont très respectueuses des droits individuels. Il a d'ailleurs été suivi par le Conseil constitutionnel, mais il est clair que il faut s'interroger. Et un de ceux qui a été vraiment un des acteurs les plus éminents de tout ça, c'est un monsieur que je connais bien et qui s'appelle monsieur Calvar, Patrick Calvar. Il a été pendant des années le directeur de la direction générale de la sécurité intérieure, c'est-à-dire c'est le contre-espionnage, comme on dit. Bon. Et il a été la DGSI. Et il a été entendu à la Cour spéciale qui siège maintenant depuis des mois et des mois pour les attentats du Bataclan, tout dernièrement, le 17 décembre 2021. Et M. Calvar, il a bien mis en balance le fait qu'il faut se poser la question, quand on est devant de tels événements, il dit, je vais être franc, il a dit ça devant la commission, devant le tribunal de Paris, le tribunal spécial. Je vais être franc, est-ce qu'on veut plus de liberté, plus de sécurité? Si c'est plus de sécurité, il va falloir entrer plus de technologie. Parce que vous savez qu'il existe plein de procédés qui peuvent permettre de surveiller tout le monde à tout moment, et qu'on n'utilise pas pour protéger
les libertés. Donc il dit, c'est possible, mais il faut qu'on accepte plus de restrictions de nos libertés individuelles. Quelle société voulons-nous? Jusqu'où est-on prêt à aliéner notre liberté pour un peu plus de sécurité, sachant que le risque zéro, tout le monde le sait, n'existe pas? Et il a dit, en répondant à l'un des avocats des parties civiles, donc de ceux qui défendent les victimes devant le tribunal spécial, il a dit, quand tout va bien, on vous dit que vous êtes liberticide. Quand tout va mal, on vous traite d'incompétent. Je crois que c'est la situation, effectivement, qu'on connaît lorsqu'on est en responsabilité. Et il a fait une déposition qui était vraiment tout à fait passionnante et qui pose vraiment à la fois des questions de droit, des questions de société. Et je l'évoque ici parce que c'est la situation de notre pays. Nous avons sauvegardé l'essentiel, je le dis notamment dans mon livre, nous avons sauvegardé l'essentiel de l'état de droit, et le défenseur des droits y a contribué, mais les tentations sont extrêmement fortes d'accorder une priorité absolue, et même pas relative, aux considérations de sécurité, à tout ce qui permet de poursuivre et de condamner par rapport à ce qui permet d'exonérer, de garantir les libertés. Et je termine parce que ce qui est en cause dans la situation actuelle, c'est bien entendu ces questions juridiques que je viens d'évoquer. Mais bien au-delà, c'est une question de caractère sociétal dont on a bien vu dans la récente campagne électorale comment elle était exprimée. C'est ce que j'appelle l'identitarisme. Et l'identitarisme qui s'oppose à l'humanisme, à l'égalité des droits, aux droits pour tous. Et l'identitarisme dit que la différence qui divise prend le pas sur l'égalité qui rassemble. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui, il faut bien le comprendre. Quand on veut faire un droit pour les Magyars, au nom du nationalisme magyar, il est clair que ça veut dire que les Magyars auront des droits que n'auront pas les autres Roumains, puisqu'il s'agit notamment des Magyars, qui vivent dans la partie ouest de la Roumanie, autour de Cluj. Quand on dit que on veut faire du droit à partir du ressentiment social, c'est par exemple ce que proposent les Gilets jaunes, qui est un grand mouvement qui cherche à fonder des règles sur une vision de la société où ils se considèrent comme matraqués, malheureux, etc., etc. Et pour y pallier, on va faire des choses qui consistent en fait à créer des procédures ou des droits qui sont parfaitement contraires aux principes qu'on a mis en œuvre depuis 200 ans. Et quand vous travaillez sur la globalisation des droits, sur cette auto-globalisation que beaucoup font en matière juridique et qui consiste en fait à transférer dans nos corpus juridiques
un certain nombre de notions plus ou moins, je dirais, gazeuses, qui existent dans la sphère internationale. Et ceci en particulier sous la pression des intérêts économiques et financiers. Et notamment, bien entendu, à travers les nouvelles technologies. Et les fameux 5 GAFA, etc., etc. Et donc, nous avons là, aujourd'hui, des situations qui, franchement, méritent une très grande attention, et de la part d'un grand pays démocratique comme la France, d'être complètement mis en cause, de lutter contre ces tentations. C'est ce que j'écris un peu dans ce livre, mais je terminerai là-dessus. On n'est pas seul dans cette bataille. Vous avez peut-être entendu parler d'un garçon qui s'appelle, je dis un garçon parce qu'il est beaucoup plus jeune que moi, Yascha Mounk, qui est un juriste, un politologue américain, mais qui vient de l'Europe de l'Est, qui a vécu 20 ans de sa jeunesse sous la botte communiste, et qui a, dans des ouvrages très intéressants, Le peuple contre la démocratie ou La grande expérience. Il a la grande expérience qui est sous-titrée Les démocraties à l'épreuve de la diversité, ce qui veut bien dire ce dont il s'agit. Ces livres ont notamment pour objectif de mettre en cause ce qu'on appelle aujourd'hui, et ce que vous avez entendu d'ailleurs dans la campagne électorale, le grand remplacement. Et qui consiste à dire, il faut que, contre le grand remplacement, qui est provoqué par la mise en œuvre des valeurs universelles, humanistes, etc., nous allons proposer des politiques fondées sur des valeurs identitaires. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et il écrit, par exemple, une phrase que je trouve très intéressante, parce que c'est là-dedans qu'on voit beaucoup de ressorts de ce qui se passe aujourd'hui dans nos pays, y compris en France. L'idée que la démographie est un destin représente un vrai danger politique. Je crois que c'est une phrase d'un de ces livres qui me paraît devoir être méditée. Et je terminerai, chers amis, là-dessus, en disant que je conclus sur le fait qu'il y a donc ces dangers et qu'il faut y répondre, d'une part en étant extrêmement strict sur la mise en œuvre de ce qu'on a inventé à la fin du XVIIIe siècle et qu'on a réactivé d'une certaine façon à la suite du drame nazi et fasciste des années 40. Mais je pense qu'il faut s'appliquer, c'est ce que je fais dans la conclusion de mon livre, à des politiques qui soient tournées au plan intérieur vers la culture et notamment l'usage des langues, et puis l'éducation autrement que ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'il faut construire un édifice de droit et de subjectivité qui permettent de lutter contre toutes ces menées abolitionnistes des droits de l'homme que nous constatons à travers le monde. Et je conclus en disant naturellement que l'essentiel, ce serait d'avoir des principes de solidarité
C'est-à-dire que nous puissions, nous les pays démocratiques, instiller cette démocratie dans les pays qui ne le sont pas ou qui le sont moins. Il y a des organisations comme le Conseil de l'Europe, il y a des organisations comme les Nations Unies. Aujourd'hui, elles ont une espèce de visage et d'allure un peu fantomatique. Je pense qu'il faut, et en particulier les plus jeunes, les étudiants, les juristes comme vous, que vous vous battiez pour que les instruments que nous avons à notre disposition redeviennent des instruments de liberté, de fraternité, d'égalité, en particulier d'égalité. Parce que tout ce que je viens de dire est fondé sur cette idée totalement absurde, inexistante, sur le plan scientifique, sur le plan démographique, sur le plan juridique, tout ce que vous voudrez, qui est l'inégalité entre les hommes et les femmes qui vivent à la surface de cette terre. Au contraire, c'est ce que j'ai fait moi, lorsque j'ai créé le Musée national de l'histoire de l'immigration, dans les années 2005-2006, j'ai dit, il n'y a pas eux et nous. Nous sommes tous nous.